Nous sommes le 2 septembre 2017 et la sonde Cassini n'a plus que 2 semaines à vivre. Dans quelques jours, 20 ans de l'une des missions les plus ambitieuses et les plus incroyablement riches de l'histoire de l'exploration spatiale s'achèveront par un plongeon délibéré dans l'atmosphère de Saturne et la désintégration volontaire de l'appareil. Mais alors qu'elle transite une dernière fois entre la géante gazeuse et sa lune glacée Encelade, ses capteurs enregistrent ceci. Ce que vous entendez là, c'est une émission radio d'une durée totale de 16 minutes, dont la longueur d'onde a été ici compressée d'un facteur 5 pour la rendre audible à nos oreilles d'humains. Et ce qui la rend absolument spéciale, c'est qu'elle ne provient d'aucun appareil ou système construit par nous, car ce signal est étrangement émis par la lune Encelade elle-même. Salut les terriens, nous voilà aujourd'hui encore plongés au cœur de l'un des phénomènes les plus étonnants du système solaire, car oui, le signal radio que vous venez d'entendre est bel et bien d'origine extraterrestre. Mais attention, j'emploie évidemment ici le terme extraterrestre dans son sens premier, le plus littéral, à savoir provenant d'un autre monde que la Terre. Car même sans faire entrer en scène le moindre alien avec des grands yeux tout noirs, c'est un fait, les planètes de notre système émettent pour la plupart des signaux radio, dont certains échappent encore en partie à notre compréhension. D'où viennent-ils ? Quels phénomènes en sont à l'origine et que révèlent-ils de ces mondes lointains? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, quand on parle d'émissions radio, on a tendance à associer ça inconsciemment à un moyen de communication. Pour nous, terriens, les ondes radio servent avant tout à échanger de l'information à longue distance. Il y a d'ailleurs de très bonnes raisons techniques à cela, en particulier le fait qu'elles traversent notre atmosphère sans trop souffrir des conditions météo. Ainsi, nos téléphones, nos satellites, nos réseaux Wi-Fi et j'en passe, émettent et reçoivent tous des ondes radio, au point même que le terme de radio soit devenu dans plusieurs langues synonyme de l'appareil destiné à capter ces ondes pour les convertir en son. On écoute la radio. Mais pour un physicien en général, et un astrophysicien en particulier, un signal radio n'est absolument rien d'autre qu'une onde électromagnétique dont la fréquence est par définition inférieure à 300 GHz, rien de plus, et ceci bien sûr sans rien présupposer de son origine. Et oui, nous autres humains et nos machines high-tech sommes très loin d'être les seuls dans l'univers à émettre sur ces fréquences. Et d'ailleurs, si d'hypothétiques aliens avaient la curiosité de nous mettre sur écoute, nos conversations et nos émissions de télévision seraient, peut-être heureusement pour nous, loin d'être le signal le plus intense qui leur parviendrait, mais on va revenir là-dessus. On l'a vu dans un épisode précédent, la radioastronomie est née quasiment par hasard avec la découverte toute fortuite du rugissement de Sagittarius A étoile, le trou noir central de notre Voie lactée. Mais une fois les premières antennes volontairement braquées vers le ciel, il est bien vite apparu que des sources de signaux radio, le cosmos en est tout simplement truffé. Trous noirs, quasars, fonds diffus cosmologiques, la radioastronomie a en quelques décennies ouvert une nouvelle porte dans notre compréhension de l'univers. Mais aujourd'hui, nous ne partirons pas aussi loin, car des phénomènes radio étranges, il y en a déjà bien assez dans notre propre système solaire. Revenons si vous le voulez bien aux années 40. Dans la foulée de la découverte de Sagittarius A étoile, on ne tarde pas à se rendre compte que notre soleil, lui aussi, nous arrose copieusement d'ondes radio. Et au fond, ça n'a rien de très surprenant, les ondes radio ne sont après tout rien d'autre que des photons, exactement comme ceux de la lumière visible qui illumine nos journées, à cela près que leur longueur d'onde ne les rend pas perceptibles à notre vue. Et si le soleil nous inonde de lumière, pourquoi se gênerait-il de le faire sur d'autres fréquences ? La première nouvelle vraiment surprenante n'arrive qu'au cours de la décennie suivante. Nous voici en 1955 et 2 astronomes américains, Bernard Burke et Kenneth Franklin, présentent leur dernière découverte à l'American Astronomical Society. Leur radiotélescope a révélé l'existence d'une source radio encore inconnue qui a l'étrange particularité d'émettre un signal répétitif. Toutes les 10 heures, elle recommence le même message constitué d'une série de pics d'intensité bien marqués. Pour résoudre le mystère, ils n'ont guère que 2 indices, les astres se trouvant dans la direction visée au moment de l'enregistrement, et cette valeur de 10 heures. Et justement, 10 heures ce n'est pas n'importe quelle durée, car Jupiter fait partie des cibles potentielles, et ces 10 heures sont précisément la durée d'un jour jovien, autrement dit le temps que met la planète à faire un tour sur elle-même. On comprend alors que la géante agit comme un phare qui, en tournant, nous éclaire avec régularité, et Jupiter est donc elle aussi une source de signaux radio. Cette fois, c'est donc de la part d'un astre en apparence plutôt passif qui ne possède pas en son cœur la réaction de fusion nucléaire qui, dans le Soleil, est à l'origine des émissions d'énergie sous forme de radiation.
À une époque où les images de nos télescopes ne nous donnent encore quasiment aucun détail de sa surface, il devient évident que, sans qu'on ne les distingue encore, il existe sur ou autour de Jupiter des zones plus ou moins actives à l'origine de ces signaux. Nous n'en avions jusque-là aucune conscience, mais Jupiter nous envoie inlassablement son message radio, encore et encore, sans doute depuis la nuit des temps. Mais avant même d'avoir eu l'occasion d'étudier de plus près les mécanismes à l'œuvre sur Jupiter, ce qui ne sera fait que bien plus tard grâce aux sondes Pioneer, Voyager, puis Galileo et JUICE, une nouvelle inattendue tombe dès le début des années 60, la Terre émet elle aussi ses propres signaux radio. Et bien sûr, je ne parle pas de ce qui sort de nos antennes, mais bien de l'activité de la planète Terre elle-même, ou plutôt de son proche voisinage. Car cette détection, on la doit à l'envoi des tout premiers satellites en orbite, et en particulier la série des Explorer américains qui font la découverte des ceintures de Van Allen et des phénomènes intenses qui s'y produisent. Et une fois envoyés dans l'espace les capteurs adéquats, on commence peu à peu à comprendre un peu mieux d'où viennent ces étranges signaux radio planétaires. Voyons ça avec une petite expérience. Prenons un champ magnétique tel que celui généré par n'importe quel aimant. Il possède deux pôles, nord et sud, et ces lignes de champ qui courent de l'un à l'autre suivent de larges courbes. Faisons maintenant traverser ce champ à un électron lancé à grande vitesse. Quand une particule chargée, électron ou proton, passe à travers un champ magnétique, sa trajectoire s'en trouve déviée. Et si le champ est assez intense, notre particule va même se mettre à suivre des sortes de spirales le long des lignes de champ en direction d'un pôle ou de l'autre. Et à cause de ce mouvement de tire-bouchon et de tous ces micro-allers-retours dans l'espace, notre particule se met à produire alors une onde électromagnétique sous la forme d'un signal radio. C'est ce que l'on appelle un rayonnement synchrotron. Voilà exactement ce qui se produit autour de la Terre, car notre planète est justement entourée d'un vaste champ magnétique, celui-là même qui oriente nos boussoles. Et le Soleil, lui, passe son temps à nous envoyer à la figure toutes sortes de particules chargées. Lorsque celles-ci rencontrent le champ magnétique, elles se mettent aussitôt à suivre la danse du tire-bouchon en direction d'un pôle ou de l'autre, et en plus de générer de superbes aurores dans le ciel des plus hautes latitudes, elles émettent au passage des rayonnements dans le spectre radio. Si ces signaux étaient jusque-là passés inaperçus, c'est dû au fait qu'à leur fréquence, la ionosphère, la couche la plus élevée de l'atmosphère, fait office d'absorbant. Pour les détecter, il n'y avait donc pas d'autre choix que de prendre de la hauteur et de déplacer nos capteurs en orbite. Bref, nous ne le savions pas avant l'ère de l'exploration spatiale, mais la Terre émettait depuis toujours des signaux radio vers l'espace sans nous demander notre avis. Ces ondes, qualifiées de rayonnement kilométrique auroral à cause de leur longueur d'onde kilométrique et de leur origine commune avec les aurores, sont ainsi de loin l'émission radio la plus puissante en provenance de la Terre. Elle représente au total plusieurs millions de watts. Et si quelque part des aliens curieux pointent leurs antennes sur nous, c'est avant tout ce signal qu'ils capteront. Puisque nos satellites ont pris le soin de l'enregistrer, voici à quoi elle ressemble, captée par la sonde américaine Van Allen en 2012, et une fois bien sûr compressée pour les adapter à l'oreille humaine. Mais ces signaux radio ne sont même pas les seuls que produit notre planète, car des phénomènes naturels qui font danser la gigue à des particules chargées, il y en a de toutes sortes. Voici donc par exemple à quoi ressemblent les ondes radio émises vers l'espace par les éclairs qui crépitent dans notre atmosphère. Et oui, on dirait à peu près le son d'une bataille de film au pistolet laser, mais si vous entendez autre chose, je vous laisse faire preuve d'imagination en commentaire. Maintenant que les mécanismes capables de faire émettre à nos planètes de douces mélodies radio sont un peu plus clairs, revenons un peu du côté des géantes gazeuses. Lorsque les premières sondes lancées en direction du système solaire extérieur, Pioneer 10 et 11, survolent pour la première fois Jupiter puis Saturne, elles font une découverte de taille. Les deux planètes géantes sont entourées de champs magnétiques d'une étendue et d'une intensité sans commune mesure avec ceux de la Terre. Et autour de Jupiter en particulier, on retrouve une version XXL des ceintures de Van Allen, des milliers de fois plus intense que celle de la Terre, suffisante pour griller les équipements électroniques d'une sonde imprudente qui les traverserait sans protection. Voici en passant, converti en audio, l'entrée dans la magnétosphère de Jupiter enregistrée par les capteurs de la sonde Juno en juin 2016. Ce passage de la magnétopause, la frontière de la sphère d'influence du champ magnétique, est clair et net, et dites-vous que la sonde ne se trouve à ce moment-là encore qu'à une distance de plus de 80 fois le rayon de la planète. Cette bulle de champ magnétique a donc des dimensions absolument fabuleuses.
En fait, si cette magnétosphère était visible à nos yeux, elle apparaîtrait dans le ciel nocturne comme un disque encore plus large que la pleine lune, alors même que Jupiter se trouve des milliers de fois plus éloigné de nous. Et puisque les géantes sont entourées de champs magnétiques ultra puissants, il s'y produit logiquement des phénomènes radio à leur mesure. D'abord, ici aussi, les particules chargées en provenance du Soleil se retrouvent piégées dans leur valse en tire-bouchon et redirigées vers les pôles, et produisent un rayonnement radio. Mais c'est loin d'être le seul mécanisme à l'œuvre, ni même le plus puissant, car des particules chargées, les géantes gazeuses n'en manquent pas dans leur propre réserve. Attardons-nous un instant sur le cas de Jupiter. Si sa version des ceintures de Van Allen est aussi puissante, c'est parce qu'elle abrite un plasma extrêmement dense qui entoure la planète dans une gigantesque soupe spatiale d'électrons, de protons et d'atomes ionisés piégés par son champ magnétique. Et ces particules, ce sont les restes d'un panache de volcans. Autour de Jupiter orbitent 4 lunes principales, toutes très différentes les unes des autres. Europe est une banquise couverte de fractures semblables à des cicatrices, Ganymède possède sa propre atmosphère et son propre champ magnétique, comme une planète en miniature, et Io, la plus proche de la géante, est elle le véritable Mordor du cosmos. Sa proximité avec Jupiter lui fait subir des gradients de gravité énormes qui la déforment en permanence. En clair, elle est malaxée comme une grosse boule de pâte à modeler. Et exactement comme pour de la pâte à modeler, ces déformations la réchauffent de l'intérieur. Cette chaleur parvient alors par endroits à liquéfier son manteau, faisant de Io un monde volcanique d'une activité sans égale dans tout le système solaire. Elle est littéralement couverte de volcans, et sa surface change continuellement d'apparence tant elle se fait recouvrir de dépôts volcaniques. Bon, tout ça c'est très bien, mais quel est le rapport avec les signaux radio de Jupiter ? Eh bien, il est simple, les volcans d'Io déversent dans l'espace en moyenne 1 tonne de matière par seconde, principalement du dioxyde de soufre, rapidement dissocié en atomes et ionisé par les ultraviolets solaires. Ces ions, une fois échappés de Io, forment autour de l'orbite de la Lune un tor, appelé tor de plasma de Io. Ce tor de gaz ionisé, forcé par le champ magnétique de Jupiter à tourner à la même vitesse que la planète, continue de se diffuser et charge à son tour les ceintures de plasma de la planète géante. Nous voilà donc avec sur les bras un champ magnétique intense et un vaste nuage de plasma. La recette idéale pour un festin de signaux radio. Certaines de ces particules, redirigées vers les pôles, vont alors entrer à leur tour dans la danse du tire-bouchon, émettre des rayonnements radio et produire là aussi, en bout de course, de superbes aurores. Jupiter possède donc elle aussi un rayonnement auroral, mais généré cette fois par un plasma fait maison et non seulement le vent solaire comme chez nous. Et ça ne s'arrête pas là, la symphonie radio jovienne comporte bien des instruments, et si vous le voulez bien, passons maintenant à la section rythmique. Vous vous souvenez de la découverte de Bernard Burke et Kenneth Franklin qui ont vu en Jupiter une sorte de phare dans l'espace ? Eh bien, si pris dans son ensemble, son champ magnétique ressemble assez à celui de la Terre, avec de vastes lignes de champ reliant un pôle à l'autre, lorsqu'on se rapproche de la surface, il se passe des choses bien plus tordues au sens propre. Quand on zoome vers ses pôles, Jupiter révèle un certain nombre d'anomalies magnétiques, des zones dans lesquelles le champ magnétique est déformé par des phénomènes internes à la planète, et où ces lignes de champ perdent leur belle régularité pour prendre des formes bien plus tordues. Ce sont alors ces anomalies magnétiques qui génèrent des émissions d'ondes radio plus fortes, et surtout plus directionnelles. Au lieu d'être diffusées dans tous les sens, elles se trouvent concentrées dans les limites d'une sorte de cône pointant dans une direction donnée de l'espace. Ce cône tourne alors au même rythme que la planète, et quand il se trouve aligné vers la Terre, nos radiotélescopes captent leur signal. Jupiter fait alors précisément office de phare interplanétaire. De tels instruments radio, la géante en possède tout un orchestre. On ne va pas tous les détailler, mais parmi eux, on peut citer les autres lunes qui, en tournant autour de la planète, traversent sa magnétosphère, qu'elle perturbe localement, produisant là aussi un contre-champ capté par nos instruments. Au final, prêter l'oreille aux signaux radio d'une planète revient à révéler en finesse la structure de son champ magnétique, et cela devient ainsi une façon de plus pour les scientifiques de mettre en lumière sa structure et les phénomènes qui s'y déroulent. Mais je n'oublie pas que nous avons commencé cette vidéo avec Encelade et le survol de Cassini, il est donc grand temps d'aller les retrouver. Si les signaux radio d'une planète sont un concerto, voici alors à quoi ressemblent les partitions de l'Opéra de Saturne que la sonde Cassini, arrivée en orbite autour de la géante aux anneaux en 2004, ne s'est pas privée d'enregistrer. Sur ce type de graphique, on trouve en abscisse l'heure d'enregistrement, correspondant donc à une position de la sonde Cassini dans l'espace autour de notre planète, et en ordonnée les fréquences radio. Les couleurs renseignent alors sur l'intensité du signal capté, du bleu pour les faibles au rouge pour les plus fortes. Chaque phénomène radio prend ainsi la forme d'un dessin particulier qui révèle à nos yeux une nouvelle forme de paysage.
Ici, on trouve entre autres les tâches étalées des émissions kilométriques qui émettent intensément dans presque toutes les directions, mais aussi le crépitement des éclairs dans les hautes fréquences. Sans oublier la fine ligne verticale correspondant au passage devant les anneaux, car même eux émettent leur propre champ, causé par les frottements entre ces particules de poussière. Sur cette image-ci, étalée dans le temps, cette fois sur une année saturnienne entière, on observe clairement que, suivant les saisons, et donc l'orientation d'un pôle puis l'autre en direction du Soleil, les émissions radio-aurorales s'intensifient en alternance au nord puis au sud. En bref, ces graphiques et les mélodies qui en résultent sont une façon d'ouvrir les yeux sur la vie cachée d'un monde qui n'apparaît en rien si on se contente de prendre des photos en lumière visible. Quant au survol d'Encelade, eh bien si Saturne ne possède pas de lune aussi intensément active que Io pour Jupiter, le petit monde d'Encelade n'est pas complètement en reste. On a déjà décrit dans un épisode précédent comment se forment à sa surface d'immenses geysers d'eau en provenance de son océan interne, et si pour les exobiologistes ces geysers sont une cible de choix pour la recherche d'une éventuelle forme de vie extraterrestre, d'un point de vue radio, ils sont une version allégée du nuage volcanique d'Io, chargeant son voisinage d'un plasma de molécules d'eau brisées par les UV solaires. Ajoutez à cela qu'entre Saturne et sa Lune s'étendent des lignes de champ magnétique tendues sur des milliers de kilomètres, et vous obtenez un instrument particulièrement bien accordé pour ajouter une ligne à l'orchestre. Revenons donc en 2017. Depuis le début de la mission Cassini, il a été décidé, pour des questions de contamination planétaire, de détruire la sonde en fin de vie par un plongeon dans l'atmosphère de Saturne, plutôt que de prendre le risque de la voir un jour ou l'autre se cracher sur Encelade ou Titan, comme on l'a dit, des cibles de choix pour la recherche en exobiologie. Ainsi, le 23 avril est effectuée une manœuvre de freinage qui a pour effet de rabaisser le périastre de la sonde au point de lui faire frôler la planète à moins de 3000 km. Ainsi, elle va pour la première fois se faufiler dans l'espace ridiculement étroit entre la planète et son anneau F, le plus proche de sa surface. Au total, Cassini va alors effectuer 22 orbites sur cette trajectoire avant de se faire happer par les frottements et de plonger définitivement le 15 septembre. Mais juste avant d'entamer sa dernière orbite, au début du mois de septembre, son chemin va l'amener à passer précisément entre Saturne et Encelade, en plein dans la caisse de résonance de ce violoncelle radio, lui permettant d'enregistrer son signal d'une façon qui n'aurait pas été possible à plus grande distance. Ce que vous entendez là, c'est donc rien de moins que le son des ondes de plasma échangées entre la planète et sa lune, filant sur le circuit des lignes du champ magnétique qui les relie à travers l'espace comme un gigantesque cordon ombilical, enregistré par les instruments d'une minuscule sonde ayant quitté la Terre 20 ans plus tôt pour finir sa course au milieu des merveilles de cette ultime symphonie radio. Et voilà les terriens, la prochaine fois que vous entendrez parler d'instruments radio embarqués sur une sonde, vous saurez à quel genre de fabuleux spectacles ils sont réservés. Pour les curieux, des enregistrements de Jupiter, Saturne ou même de la Terre réalisés par nos sondes, on en trouve facilement, y compris sur YouTube, c'est le genre de musique que la NASA partage volontiers. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode, n'oubliez pas le pouce, vos questions en commentaire, et si vous faites partie de ceux qui regardent régulièrement cette émission sans être abonnés à la chaîne, dites-vous que c'est un petit geste qui ne coûte rien mais qui nous aide beaucoup, et qui vous permettra de ne rien manquer des prochains épisodes. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens!